Yo. Le monde des youtubeurs et des vulgarisateurs. Soyez francs, qui n'a jamais rêvé de le devenir? Être payé pour parler de sa passion, voyager, rencontrer des figures connues, travailler au rythme que l'on souhaite, et pour certains même, la richesse et la gloire. Mais est-ce que vous êtes certain de bien connaître ceux qui semblent si proches de vous? Lorsque les projecteurs se coupent et les iris se ferment, que reste-t-il du clown sans doute, seul face à lui-même? Installez-vous confortablement et bienvenue dans Cybertalk. Sur ce, nous sommes live. Bonsoir à tous. Comme d'habitude, il n'y a eu aucun problème technique avant de lancer le live, alors que 3 minutes avant, tout allait bien. Et merci à tous d'être là ce soir pour ce 7e Cybertalk. Comme d'habitude, je suis accompagné de Nubosaurus qui se trouve ci-dessous, normalement. Salut, ça va? Ça va bien, tranquillement. Je rappelle le concept de ce soir avant de présenter notre invité. Comme d'habitude, on choisit une thématique. Ce soir, c'est la création et la vulgarisation dans le monde de la cyber. Et pour nous aider sur ce sujet, on a invité un expert du domaine qui n'est autre que Waked et qui se trouve par ici. Salut. Salut, comment ça va? Ça va super. Je rappelle le principe, nous sommes deux enthousiastes semi-pro, semi-noob avec une montagne de questions à poser à notre invité. Et le but, ça va être d'essayer de gratter un maximum de connaissances et de savoir de sa personne. Bien, Waked, écoute, on va arriver directement sur toi. Est-ce que tu peux te présenter en quelques phrases, nous dire ce que tu fais dans la vie, côté pro ou perso, tu nous dis un peu ce que tu veux. Je t'en prie. Alors moi c'est Waked, de nom complet Mohamed Waked Nachar. Je suis d'origine libanaise, de nationalité guinéenne. Pentester, aujourd'hui pro depuis quelques mois. Aussi youtubeur connu sous le pseudo de WakedXY. Je vulgarise pas mal de concepts dans le domaine de la cybersec, un peu plus l'offensive vu que c'est ce qui me passionne. Je suis passionné de culturisme, de musique et de pas mal de choses. Je vais commencer alors à vous parler, à vous présenter les sujets du jour. Vous les connaissez peut-être déjà. Le premier, ça va être tout ce qui est vulgarisation et création autour de la cyber. Le second sujet, ça va être un retour sur le court-métrage que tu viens de sortir, qui est sorti il y a 3 jours, qui s'appelle Déconnecté. Et pour finir, on va faire un petit tour sur la cyber de l'autre côté de la Méditerranée. Alors forcément par rapport à nous, parce que pour toi, c'est chez toi. On va parler un peu de ça et on fera la conclusion de la soirée à ce moment-là. Alors, on attaque avec vulgariser et créer autour de la cyber. Pour commencer, est-ce que tu pourrais déjà nous rappeler quel type de contenu tu produit, tout réseau confondu, tout média confondu, toute plateforme confondue? Est-ce que tu peux nous faire un tour du propriétaire un peu? Oui, parfaitement. Alors, moi, je suis plutôt actif sur YouTube. J'essaie d'être un petit peu plus actif sur les autres réseaux. Pour le moment, disons que je m'investis à 90% sur YouTube. Je fais du contenu, comme je t'ai dit, dédié à la cybersécurité, qui est ma passion, mais plus côté offensif. C'est-à-dire que je vais faire quelques vidéos parfois qui vont toucher un petit peu à du blue team, mais ce sera plutôt des vidéos qui vont intéresser ceux qui souhaiteraient faire du pentest plus tard ou du red teaming. Donc l'objectif c'est de vulgariser aussi, et c'est aussi d'apporter un petit peu ce côté divertissement aussi à la cybersec. En fait, mon objectif c'est de toucher le maximum de personnes. D'accord. Justement, du coup, est-ce que tu cibles un public précis ou vraiment tu penses que ça doit être accessible à tout le monde, le type de contenu que tu fournis sur YouTube? C'est une excellente question. En fait, je vise tous les publics. Et c'est pour ça que parfois vous verrez que je ferai des vidéos qui seront très techniques et des vidéos qui seront pas du tout techniques. L'objectif en fait c'est que toute personne puisse s'intéresser à la chaîne et puisse s'intéresser notamment au contenu, mais aussi c'est de casser aussi les idées reçues. Par exemple, les personnes qui pensent qu'aujourd'hui il faut être un crack par exemple en maths pour pouvoir faire de la cyber, ou les personnes qui pensent que forcément quand on parle de hacking c'est aller hacker le Facebook des personnes, etc. C'est un petit peu de casser ces idées reçues à travers les vidéos, et aussi montrer que n'importe qui peut se lancer. Et aussi il y a un troisième point qui m'intéresse le plus, c'est de montrer qu'on peut très bien être passionné de cyber ou d'informatique, être un geek, et être aussi une personne qui n'est pas forcément complexée, qui n'est pas forcément enfermée sur elle. Ok, du coup, ça c'est le côté YouTube, mais tu es aussi actif en fait niveau créatif, peut-être sur d'autres plateformes. Qu'est-ce que tu fais d'autre? Est-ce que tu es sur Insta? Alors, j'ai un Insta, je commence à poster, d'ailleurs j'invite les gens qui veulent me rejoindre sur Insta, ils peuvent me retrouver. Insta en fait, j'ai commencé à poster, pourquoi? C'est un autre type de public que tu vas retrouver sur Insta.
et ça peut être utile sans te prendre la tête en fait. Sur Insta, je peux faire ce que je veux. Sur YouTube, je suis un petit peu limité vu que ceux qui viennent s'abonner à ma chaîne, c'est pour voir de la cyber. Il y a des choses que je peux pas. Je me permets une fois par an de faire une vidéo comme la vidéo transformation que j'avais faite. Mais le reste, ça sera grosso modo un truc qui sera tout autour de la cyber. Par contre, sur Insta, je te prends pas la tête et ça permet aussi de montrer mon quotidien, montrer comment je travaille, montrer comment je vis grosso modo et être un peu plus proche de la communauté. J'ai aussi une page Facebook. Bon, Facebook, c'est pour relier lorsque je poste un truc. Et j'ai un Twitter où, grosso modo, je vais partager des articles, où je vais échanger un petit peu avec la communauté, et forcément LinkedIn pour le côté pro. Ok, ouais, c'est plus. Alors, ouais, j'ai envie de dire le reste, c'est plus de la communication. Insta, c'est plus le côté perso. Enfin, je sais pas si c'est perso, mais c'est plus ta personne, entre guillemets, publique, et YouTube, c'est vraiment le côté cyber, quoi. Tu fais aucun contenu cyber sur Insta ? Pas pour le moment. J'ai fait quelques reels, en fait, et j'ai vu que c'est intéressant. En fait, sur Insta, la visibilité est totalement différente de celle de YouTube. C'est un peu plus facile. Tu peux atteindre très rapidement les milliers de vues. Et aussi, c'est intéressant, notamment si tu as un produit à vendre. Je vais pas vous mentir. C'est aussi ça, parce qu'il y a aussi ma marque de vêtements qui va ressortir bientôt. Donc, c'est aussi pour ça que je partage sur Instagram. Mais à part ça, pour le moment, non. Vous savez, j'ai pas encore ces réflexes. J'ai essayé de me battre pour ça, mais j'ai pas encore ce réflexe de me dire tous les jours je vais poster un truc, ou chaque semaine je dois poster un truc. Vous voyez un petit peu? Et j'y arrive pas pour le moment. Je trouve, j'ai pas envie de me forcer. Pour le moment, j'y arrive pas. Comme tu postes pas forcément tous les jours ou t'es pas forcément régulier dans ce que tu vas poster, est-ce que c'est dû plutôt à la création qui va être limitée par ton travail à côté, ou est-ce que c'est parce que juste t'y penses pas, quoi? C'est juste que je privilégie. Je préfère mettre en avant, pardon, j'ai du mal à parler. Je préfère mettre en avant ma vie plutôt que mon activité sur Internet. Je pourrais être un peu plus populaire que ce que je suis aujourd'hui, mais ça serait à dépend de ma vie. C'est mon temps de vie que je mettrais aujourd'hui. Vous verrez, il y a des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés, mais en réalité, aujourd'hui, ils vivent pas. Si vous êtes à côté d'eux, ils sont H24 sur leur téléphone. C'est ce que je veux éviter au fait. Donc pour le moment, c'est pour ça. Peut-être plus tard, quand j'aurai une équipe, si j'ai une équipe, j'ai un truc, oui, je pourrais déléguer des tâches, mais pour le moment, non. Ok. Juste pour finir sur la partie présentation, après on partira un peu plus dans tout le côté création, etc. Niveau formation, certification, métier, etc., t'en es où à peu près? Alors tu nous avais dit pour le métier actuel, mais côté formation, certif, tu as fait quoi? En fait, j'ai une licence, j'avais fait un bac+2 en génie informatique en Guinée, lorsque j'étais en Guinée. J'ai pas pu la terminer parce que j'ai été renvoyé de mon école. On en parlera de l'université, on en parlera après. Je suis venu au Maroc, j'ai pu finaliser ma licence. J'ai eu une licence en système d'information et base de données. Ensuite, j'ai fait un master, en fait, j'ai un titre RNCP en réseau, chef réseau et sécurité. Okay. Par la suite, j'ai fait quelques certifications dans le domaine du pentest, donc VHL, VHL+, EJPT. J'ai fait quelques ProLab sur Hack the Box. J'ai fait la Offshore, la Dante. Et récemment, je me suis préparé pour l'OSCP que je devrais passer dans quelques semaines. Ça, c'est bien. Ouais, il le faut. Bon. On te souhaite de réussir, bien entendu. Merci. Ok. Alors, j'ai remarqué un truc quand j'ai reparcouru ta chaîne en fait cet après-midi pour préparer un peu l'interview. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a un peu fait rire à un moment. C'est au tout début, quand tu postais tes premières vidéos. Je sais pas exactement à quelle époque c'était, mais c'était il y a 9 ans, donc ça fait un sacré paquet de temps. J'ai remarqué que tu postais principalement des vidéos sur des sujets plutôt développement ou de l'IT général, etc. Est-ce que c'est juste parce que c'est là que tu as commencé, ou est-ce qu'au départ tu voulais vraiment être développeur ou bosser dans l'IT hors cybersécurité? Très bonne question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le compte YouTube que j'ai aujourd'hui, c'est le seul que j'ai toujours eu. C'est pour ça que tu verras des vidéos très anciennes. Mais
moi, j'ai commencé sérieusement YouTube il y a 6 ans, quand je suis arrivé au Maroc, parce que c'est là où je pouvais être partenaire YouTube. Mais bien avant, j'utilisais la plateforme pour poster une vidéo ou 2 vidéos par an, en même temps que je me formais. Ma première vidéo, c'était en licence 1. Je me rappelle, c'était lors du cours d'architecture des ordinateurs. C'est là où j'avais eu l'idée notamment de faire cette vidéo comment créer un point d'accès sans fil avec ton ordinateur. Celle qui a aujourd'hui plus de 500 000 vues. Donc de base, moi, j'avais pas envie, je pensais même pas que j'allais être youtubeur, pour te dire la vérité. Et le mec qui se filme, qui partage, qui dit oui, laisser des commentaires et tout, mais à aucun moment j'y pensais, tu vois, c'était, je la mets et puis après une année, je te reposterai une autre vidéo. Mais t'as bien vu, je sais pas qu'est-ce qui t'a orienté vers le développement, mais oui, effectivement, de base, je devais être développeur. De base, je comptais être développeur. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à poster du contenu sur la cybersec sur ma chaîne. C'était notamment une vidéo que j'avais faite qui s'appelait comment créer une clé USB hacking. En fait, c'était une clé USB rootkit, hein, c'était un truc qui existait déjà à l'époque. Et j'ai vu que ça intéressait pas mal de personnes. C'est là où j'ai fait pas mal de vues. Et malheureusement, la vidéo n'est plus sur YouTube, ou heureusement, ça dépend de comment on voit les choses. Mais vous verrez, l'ironie du sort, c'est que quand tu tapes aujourd'hui USB hacking sur YouTube, ce terme-là, en fait, ça veut rien dire, tu vois. Mais tu verras plein de vidéos. En fait, c'est des mecs qui ont repris ma vidéo. Et de là, en fait, la communauté m'a poussé à faire plus de contenu. Et c'est là que j'ai vu, en fait, que j'aime ça, la cyber. J'aime vraiment ça, la cyber. C'était ma vocation. Et l'optique que j'avais, c'est me former et partager mes connaissances avec la communauté. Et c'est pour cela que tu verras que ma chaîne, en fait, elle représente bien mon évolution de carrière, clairement. Tu vois, j'ai commencé par quelqu'un qui connaissait que dalle, à aujourd'hui quelqu'un, je dis pas que je suis un crack, mais quelqu'un qui travaille dans le métier, oui, qui connaît mieux que ce qu'il connaissait il y a quelques années. On est venu à faire de la vulgarisation parce que tu voulais partager le savoir, ou est-ce que tu penses pas, c'est un peu à contre-pied, du coup je vais me faire un peu l'avocat du diable, est-ce que tu penses pas que l'éducation c'est plutôt le rôle des écoles, des universités, des centres de formation, ce genre de choses? Est-ce que tu penses que c'est le rôle d'un youtubeur? Ah, l'avocat du diable, je suis méchant. Question piège. Non, mais c'est une très bonne question. Et j'ai déjà ma réponse, en fait. Tu sais, quand j'ai commencé à apprendre la guitare, parce que je joue parfois de la guitare, il y avait une fille, je me rappelle plus du nom de sa chaîne, elle avait eu ce concept, en fait, de je veux apprendre la guitare, donc je vais faire des vidéos pour vous montrer ce que j'ai appris. Et j'ai trouvé que j'apprenais plus facilement avec celle-ci. Pourquoi? Parce que quand tu es professeur et quand tu as atteint un certain niveau, tu as tendance à oublier à quel point tu comprenais pas certaines choses quand tu venais de te lancer, tu vois. Donc, parfois, c'est vraiment plus facile d'apprendre d'une personne qui vient de se lancer parce qu'elle aura le même langage que toi. Et c'est aujourd'hui ce langage que j'essaie d'utiliser sur YouTube, justement, quand tu regarderas mes vidéos, quand je fais de la vulgarisation, tu auras l'impression, en fait, si tu me connais pas, tu auras l'impression, franchement, que je connais pas grand-chose, alors que non, c'est juste que j'utilise des termes qui seront compréhensibles de tous, tu vois. Ouais. Du coup, cette vulgarisation, cette simplification du vocabulaire, c'est complètement volontaire et tu te mets au niveau du viewer en fait. Exactement, c'est totalement volontaire et je vais envie de dire c'est le plus dur. C'est le plus dur. Surtout plus tu montes en niveau et je le sens très bien. Je le sens très bien quand je vois en fait ces derniers temps, il y a même certaines de la communauté qui me suivaient assez facilement auparavant, qui aujourd'hui ont du mal. Et moi, je m'en rends pas compte. Hein. Tu te rends pas compte pour toi des choses qui sont vraiment banales. Pour les autres, ça l'est pas en fait. Genre les vidéos Kerberos, par exemple. Même pas. Hein, t'es allé très loin. T'es allé très loin. Pardon. Non, je te parle même les vidéos. Je sais pas moi. Mais même quand je parle, par exemple, la vidéo que j'ai faite récemment, comment se lancer dans l'ethical hacking. Si pour toi ça peut sembler super simple, pour les autres, pour un novice, ça l'est pas. Hein. Ça l'est pas. Même pour moi, je me suis dit, je peux pas simplifier plus que ça. Et je te ressortirais des tonnes de messages en fait, et tu te rends compte qu'en fait, t'aurais pu simplifier plus que ça. Mais aussi, c'est au risque de perdre une autre partie de la communauté. C'est ça, c'est ce qui est vraiment dur. Donc tu veux simplifier au maximum pour pouvoir toucher un public le plus large possible.
Mais du coup, est-ce que tu as un objectif? Est-ce que tu t'es fixé un objectif dans cette démarche de vulgarisation et dans tes vidéos YouTube? Ou est-ce que tu fais un petit peu, le vent pousse par là, je vais aller faire un peu par là? Ou est-ce que tu t'es dit, non, moi, je veux aller jusque là et mon chemin, c'est comme ça? Alors, au début, si on va parler audience, au début, mon rêve, c'était les 100K. Ok, intéresser 100 000 personnes. Quand tu arrives à intéresser 100 000 personnes en faisant de la cybersec, avec tout ce qui s'est passé, avec toutes les mauvaises surprises que j'ai eues sur la chaîne, on peut être fier, tu vois. Là, aujourd'hui, c'est chose faite, c'est comme si j'avais un poids, en fait, qui me tombe des épaules. Donc aujourd'hui, j'ai une toute autre vision, c'est faire du contenu qui va intéresser un maximum de personnes, mais aussi faire du contenu technique. Je vais essayer, mais il faudrait que je sois plus actif pour pouvoir faire ça. C'est-à-dire que si je fais 2 vidéos par mois, ce ne sera pas assez suffisant. Il faudrait que je propose 4 à 5 vidéos par mois, comme ça, toute la communauté, en fait, pourra trouver des choses qui les intéressent. Je peux lancer une vidéo réaction, et après 5 jours, je te lance un truc où je vais expliquer un sujet qui sera un concept super technique, tu vois. Comme par exemple, tu parlais du carb roasting, ouais, des trucs comme ça, ou d'autres concepts du même genre. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ça ma vision. J'ai envie, il y a tellement peu de personnes du côté cybersec francophone. Quand je vois ça, je me dis c'est dommage. Quand tu vois du côté anglophone, tu as des John Hammond, tu as du Network Shock, tu en as tellement Hackersploit, etc. Et quand tu vois du côté francophone, Crickets, il n'y a personne. Donc j'ai envie, je pense pas être dans le top 1, je sais pas, peut-être il y a des chaînes qui existent, mais j'ai envie vraiment de faire exploser ce domaine, qu'on soit plus nombreux, qu'on soit plus entendu. Et maintenant que j'ai passé la barre des 100K, pour moi, ce sera plus facile de tirer les autres, tu vois. Bon, malheureusement, au-dessus de moi, il y a pas grand monde, mais c'est ça mon objectif. C'est vrai que côté francophone, c'est un peu hétérogène quand même, parce que en gros, il y a une chaîne qui parle de cyber de temps en temps, c'est celle de Micode, enfin Micode _ etc. Où ça commence à parler de cyber, mais mêlé avec plein d'autres sujets, tech, IT, etc. Et souvent, j'ai envie de dire, c'est bien pour la vulgarisation, pour quelques notions, un peu de sensationnalisme, etc. Mais rapidement, je trouve qu'on est un peu bloqué quand même en technique. Même si les concepts sont là, tu vas pas aller creuser la technique pour voir vraiment comment c'est fait, etc. Je trouve qu'il manque un pont effectivement entre ça, la vulgarisation vraiment grand public, et puis des gens un peu plus techniques, dont c'est le métier tout simplement. Et en parlant de Micode aussi, pourquoi? C'est parce que aussi il faut comprendre, bien que j'ai beaucoup de respect pour lui et j'adore son travail, Micode c'est pas un mec de la cyber, c'est un développeur, tu vois. C'est un mec qui vulgarise assez bien la cyber et tout, mais c'est pas un mec qui va te faire des vidéos, qui va faire de l'offensif, tu vois, et tout. Lui, il va traiter des sujets où il sait qu'il y aura un maximum d'audience. Mais des mecs qui vont venir prendre des mecs super techniques et venir, par exemple, faire une vidéo ou un live comme on est en train de le faire, t'en as pas beaucoup. T'as pratiquement rien du côté francophone. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir réussi à avoir le niveau que j'ai sur YouTube aujourd'hui. Et j'espère vraiment qu'il y aura plus de personnes dans ce domaine. Et c'est pour ça que je suis heureux de voir aujourd'hui quand des profils comme Nubozor ou toi, vous venez. Je suis très content de voir qu'il y a ce genre de personnes. Bon, je vais pas parler comme un ancien, mais ça fait plaisir. Tu vois. Ouais, après, ta démarche a été annoncée très rapidement aussi. Hein. Moi, je vais pas le cacher, tu m'as fait un peu de pub au début, et sans forcément dire qu'on retourne la faveur, mais le côté créer un écosystème, on va dire, cyber francophone, je pense que c'est quelque chose qui nous plaît à tous. Et je suis entièrement d'accord avec toi, c'est quelque chose à faire. Pas à tous. À tous autour de cette table. Ouais, exactement. Très bien. Alors, on va retourner un tout petit peu sur des sujets de vulgarisation. Quand tu prends un sujet de vulgarisation, comment est-ce que tu fais pour t'assurer que, même si tu généralises, même si tu vulgarises les sujets, comment est-ce que tu fais pour t'assurer en gros, de pas raconter de conneries, on va dire? Est-ce que tu passes, je sais pas moi, des heures et des heures à faire des recherches? Est-ce que tu fais un peu de recherche, tu te l'appropries et tu essaies de le retransmettre? Comment est ta démarche quand tu fais ce genre de vidéo? Alors, à mes débuts, je faisais beaucoup de recherches. Quand je dis à mes débuts, je parle à mes débuts dans la cyber. Je faisais beaucoup de recherches. C'est-à-dire que je voyais un sujet, je dis ça, ce serait vraiment bien en vidéo, tu vois.
je l'apprends, je fouille en profondeur et j'en fais une vidéo. Aujourd'hui, c'est totalement différent. Aujourd'hui, je peux être assis, je réfléchis, je me dis, voilà, dans mes connaissances, quel sujet pourrait être intéressant. Je prépare un petit peu, je mets les idées directrices. S'il faut fouiller un petit peu en profondeur, je vais le faire. Mais après, faut juste pas avoir peur de raconter, de dire des bêtises, hein. Parce qu'au final, je préfère dire parfois quelques bêtises qu'être là à faire un lecteur de Wikipédia, tu vois. Je préfère dire, non, mais autant dire les termes, quoi. Tu feras toujours des erreurs. Moi, j'en ai fait des erreurs et je continuerai à en faire. Après, et c'est comme ça que tu vas rencontrer aussi peut-être des personnes. Tu as des personnes qui peuvent te rectifier en commentaire, bien attentionné. Tu dis, ah, effectivement, tu as raison, tu vois. Vous débattez et tu apprends et lui, il apprend. On en a déjà discuté, notamment avec Lotus. Du coup, c'est jusqu'à quel point tu peux vulgariser un concept ou une technique, etc. Tu vois, à quel moment, en fait, à force de vulgariser, est-ce que tu vas pas perdre la précision technique, en fait, de l'explication? Est-ce que t'as pas peur, justement, que à trop vulgariser, en fait, on perd, comme je l'ai déjà dit, on perd le côté technique de la chose, quoi. Est-ce que c'est pas une perte, ça? Non, pas vraiment. Ça dépend en fait des sujets. Ça dépend des sujets que tu vas traiter. Après, comme j'ai dit, ça dépend de ton objectif. Il y aura la plupart des vidéos que j'ai eu à faire, c'est surtout pour intéresser. C'est pour intéresser les personnes. Et je disais, il faudrait que vous fassiez des recherches quand même. Parce qu'en 10 minutes, 15 minutes, tout compte fait, je pourrais pas étendre. Peu importe le sujet, je pourrais pas l'étendre, tu pourras pas l'apprendre. Donc, je donne en fait les informations importantes et en description, je te mettrai des liens où tu pourras fouiller. Après, quand ce sera un sujet où je sais que aucun novice ne va comprendre, là, on va sur du technique. On va aller sur du technique. C'est des choses que j'ai pas fait énormément sur la chaîne, j'avouerai. C'est des choses que je compte faire. Mais encore une fois, pour pouvoir les faire, comme je vous ai dit, il faut que je poste plus souvent. Parce que si je dois poster 2 ou 3 vidéos par mois, je préfère vraiment que ce soit un truc qui soit mi-technique, mi-vulgarisé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que si c'est trop technique, ça va pas intéresser grand monde. Et les personnes que ça va intéresser, généralement, ce sera des râleurs. On connaît bien les profils techniques, vous voyez? Donc je préfère vraiment poster de la sorte. Ok, et par exemple, tu vois, les 2 vidéos que tu as fait sur Kerberos, donc il me semble que tu as fait la SREP Roasting et le Kerber Roasting, si je me trompe pas. Ça a été reçu comment par la communauté? Parce que du coup, moi j'ai regardé les deux, c'est bien expliqué, il n'y a pas trop de gros mots techniques, mais tu fais pas de généralisation atroce non plus. Ça a été réceptionné comment? Les gens ont compris? Ça a été difficile? J'ai été assez surpris, franchement, et c'est les vidéos qui vont me pousser à en faire d'autres. Pour moi, c'était un test, tu vois. Je me suis dit, bon, je vais essayer de lancer ces deux-là pour que les gens comprennent, parce que c'est des vulnérabilités que tu trouveras dans la plupart des systèmes d'information qui utilisent l'Active Directory. C'est des trucs que j'ai retrouvés en production, donc je me suis dit, il y a pas mal de personnes en fait qui savent ce que c'est, qui savent le contrer, mais qui savent pas comment ça fonctionne réellement. Pourquoi pas en faire des vidéos où je pourrais expliquer de la plus simple des manières. Et pour ces deux-là, par contre, j'ai fait pas mal de recherches, je t'avouerai, pour comparer en fait ce qui a été déjà fait et ce qui a été déjà dit. J'avais pas envie de faire les mêmes choses. Et je me suis dit, quelle approche je pourrais avoir. Et par exemple, l'approche, je pense, j'avais eu 2 approches. Il y avait l'approche côté attaquant sur la Kali, où tu pouvais faire ressortir les comptes vulnérables au Kerber Roasting, et tu avais l'approche où directement dans l'environnement AD, tu pouvais les faire ressortir. Et le retour de la communauté était très positif, je t'assure. Même sur LinkedIn, en fait, ça m'a vraiment surpris. Et tu avais même des personnes que je sais qui me critiquaient derrière mon dos. Et tu as des mecs qui m'ont envoyé, regarde ce qu'ils ont dit de toi, et qui étaient vraiment... Ça leur a plu, apparemment. Donc je pense que je ferai d'autres vidéos aussi techniques. Oui, la montée technique des dernières vidéos, enfin, elle est, on peut pas la nier, quoi. T'as fait quelques vidéos dernièrement, effectivement, où il y a c'est beaucoup plus technique. Le public peut suivre parce que t'as la vulgarisation derrière, mais c'est clairement plus technique que ce que tu faisais il y a 1 an ou même quelques mois, en fait. Hein. Ça, on peut pas nier ça, en tout cas. Ouais.
Mais après aussi, il faudrait comprendre une chose, c'est pas que je pouvais pas le faire avant. Tu vois, c'est Ah ça non, le non, c'est problème. pas T'as du tout des ça. Non, mais pourquoi je te dis ça? Tu as des personnes qui vont voir et qui vont penser en fait que je pouvais pas le faire. Faut pas oublier de base que moi je suis un profil technique. Ça fait des années que je fais de la technicité. Alors avant, c'était pas dans le domaine de la cyber, mais je veux dire de base, depuis ma toute première formation, je suis un technicien de métier. Mais c'est juste que je trouvais pas l'importance, je trouvais pas l'intérêt. Et aujourd'hui, la communauté fait, et aujourd'hui, j'ai quelques partenariats, des sponsors qui font que ça devient un peu plus intéressant. Même quand je te parle aujourd'hui du cadre de l'OSCP, j'ai hâte de faire une vidéo sur l'OSCP, et je vais faire des vidéos sur d'autres certifications. L'objectif pour moi, en fait, ce ne sera pas d'avoir ces certifications en soi. Je les aurai et je serai content de les avoir. Mais c'est plutôt, quand je les passe, je me dis, comment un novice fera pour les passer, tu vois. Donc, je vais prendre des notes et derrière, je vais préparer une vidéo qui va intéresser un maximum de personnes, où n'importe qui pourra se voir. Et je vais te donner un dernier exemple. Tu sais, quand j'ai commencé à faire les vidéos CTF, les premières vidéos CTF, moi, j'étais pas du genre à couper. Quand j'arrivais pas à faire un truc, je le montrais, clairement. Et tu as des personnes qui ont partagé, regarde, ils galèrent sur tel truc ou truc. Non, c'est pas que je galère, c'est juste que je coupe pas. Et de cette sorte, des personnes qui venaient de se lancer dans les CTF étaient très heureux de voir que même si tu fais après 2 ou 3 ans de CTF ou après 2 ou 3 ans de lab, tu peux toujours tomber ou tu peux toujours être piégé par certains trucs. Et même mes réactions étaient volontaires. Tu verras que je m'énerve, je rigole et tout, parce que je suis comme ça dans la vraie vie. Je suis quelqu'un vraiment d'émotif et j'ai pas envie de tomber dans l'aspect robotique où je serais là à purement parler ou à purement me vanter de mes compétences techniques sur YouTube. Ouais, et puis ça n'a pas d'intérêt. Alors déjà sur YouTube, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais en plus, dans la vie en général, c'est de la perte de temps. Et c'est facile. C'est facile, j'ai envie de te dire, c'est très facile. Les gens ne se rendent pas compte. Si je allumais ma webcam et faire des labs, il n'y a pas plus facile que ça, en fait. Je me casse pas la tête et je me casse même pas la tête à vulgariser. Je dis les termes et les choses telles qui me viennent à l'esprit. Par contre, préparer une vidéo, essayer d'abaisser ton niveau, essayer d'imaginer, te dire si j'étais débutant, comment j'aurais aimé que ça soit présenté. Derrière, tourner, monter, incruster des images, des sons, des vidéos qui vont faire que les gens vont mieux comprendre la chose. Ça, c'est compliqué. Un peu le côté CTF en fait avec les erreurs, c'est quand même quelque chose d'agréable parce que du coup tu vois le cheminement intellectuel en fait de la personne qui travaille sur la box. Et moi je suis un gros spectateur de IPSEC. Et du coup, IPSEC fait la même chose aussi. Quand il fait sa box, il tombe dans des rabbit holes, il merde sur des commandes, ça fonctionne pas, il cherche, il repart en arrière. Et je trouve que c'est une bonne chose de faire ce cheminement-là, parce que ça permet aux gens en fait de se mettre aussi à ta place en fait et de comprendre que ouais, c'est pas facile en fait et que parfois il faut des heures et des heures et que tu tombes sur quelque chose d'impossible pour toi quoi. Ça c'est une bonne idée de laisser tes erreurs en fait. Ah ouais, et ça leur permet aussi de s'identifier à toi. Ouais, très important, ouais, je suis d'accord. Ouais. Alors, en parlant de s'identifier, du coup, pour tout ce qui est des thèmes que tu vulgarises, etc., bon, on a bien vu, c'est principalement du technique. Est-ce que tu es aussi consommateur, toi, de vidéos de vulgarisation ? Tu parlais tout à l'heure des youtubeurs américains, donc John Hammond, etc. Tu consommerais régulièrement ce genre de contenu ? Oui. Les longs contenus, j'en consomme. Les autres vidéos, ça dépend parfois. Après, quand je cherche des concepts, oui, si je tombe sur une vidéo, je la suis. Mais d'autres, c'est un petit peu frustrant. Je pense que tu vois de quoi je parle. De voir du contenu, en fait, qui ressemble un petit peu au tien, parce qu'après, tu seras là, non, moi, j'aurais pas dit les choses comme ça, je l'aurais pas fait comme ça, etc., etc. Et au final, tu n'es pas en train de réellement apprécier l'œuvre de la personne. Donc, ça dépend de mon humeur. J'aime pas trop juger sur l'humeur. Très bien, je vois ce que tu veux dire, mais c'est vrai que c'est difficile à expliquer. Je pense que quand on n'est pas créateur, c'est peut-être un petit peu difficile à comprendre. En fait, c'est le fait de voir l'autre dans sa prestation.
toi, tu te mets à la place du mec technique qui réalise avec la caméra, les scripts, etc. Et tu vas chercher la petite bête, on va dire, comme quand tu le fais toi avec tes vidéos, c'est ça? Oui, indirectement, involontairement et inconsciemment, c'est ce que tu vas faire. Et c'est par exemple, je sais pas moi, quand je te prends Proc, qui est un très très bon ami à moi, je suis ses vidéos, mais c'est parce que vraiment on est amis, tu vois. On serait pas amis, je suivrais une fois. Non, c'est pas à cause de son contenu. Je suivrais une fois ses vidéos par mois. Ou quand je tomberais, par exemple, il avait fait une très bonne vidéo sur le buffer overflow. Je la regarde souvent. À chaque fois, pour me rappeler du concept, je retourne sur sa chaîne, je la regarde. Très bon rattrapage, très bon rattrapage. Je dis, Il est dans le chat en plus. faut que tu regardes le chat, là ça parle mal, hein, moi je te le dis. Attends. Qu'est-ce qu'il dit dans le truc ? Balle perdue. 15-0, balle au centre. Non, mais je peux comprendre. Et vous comprenez parfaitement ce que je veux dire. Faut vraiment être créateur de contenu pour Bien sûr, bien sûr. Justement, en tant que créateur de contenu, toi, t'en tires quoi de ces vidéos? Qu'est-ce que tu fais ça? Alors, j'ai bien compris la satisfaction de transmettre tes connaissances. On a tous en fait une raison de créer du contenu sur YouTube, mais toi, tes raisons principales, c'est quoi vraiment? Est-ce que la fame, ça t'intéresse? Est-ce que faire des vues, ça t'intéresse? Est-ce qu'une personne publique, ça t'intéresse? Une personne publique, oui, clairement. Si j'ai voulu être exposé, si j'ai voulu atteindre les 100 000 abonnés, je t'avais dit, mon objectif c'était 100 000 abonnés. C'est que ce serait hypocrite de te dire que non, je voulais pas. Évidemment que si. Mais pas à tous les prix. Pas à tous les prix, ça dépend. Je voulais être connu dans le domaine tout en gardant mes principes de base. Je veux faire des vues tout en gardant mes principes. Et c'est là que ça devient plus difficile. Parce que si tu veux faire des vues juste pour faire des vues, tu te lances comme c'est dans le putaclic, tu fais des vidéos de merde, surtout dans le hacking. T'as qu'à faire, j'ai hacké mon voisin, j'ai hacké tel, tu fais des millions de vues, tu vois. Moi aujourd'hui, certes, je suis obligé d'aligner mes miniatures et mes titres avec ce que propose YouTube, et ça c'est ces derniers temps je le fais, mais dans le contenu, je reste la même personne. Et ça c'est un petit peu plus difficile. Et je me suis toujours dit, tu sais, il y a tellement... J'ai pas envie de cracher sur les autres, mais aujourd'hui, quand tu vois YouTube et tout, tu vois les personnes qui servent d'exemple aux autres, il y a tellement de mauvaises influences que je me suis dit, pourquoi pas ajouter une petite touche de bonne influence. Et c'est ce que j'essaye de faire. Ok, intéressant. Alors, on va continuer là-dessus. Ce terme d'influence, en général, c'est assez mal pris, on va dire, dans le milieu de la création vidéo. Moi, j'avoue, si on m'appelle influenceur, et c'est arrivé une fois, ça me plaît pas trop en général. Mais parce que je le vois du côté négatif, c'est-à-dire, en fait, je m'adresse à des gens qui sont inférieurs et je vais essayer d'influencer leur façon d'être pour être, voilà, enfin pour mon profit ou quoi. Donc ça, je suis un peu, allergique à ça. Mais comment est-ce que tu le gères ce côté-là justement? Parce que là, tu viens de nous parler d'influence, mais effectivement, c'est une bonne influence que tu essayes d'avoir, on va dire, sur les personnes qui te regardent. Comment tu positionnes par rapport à ça? Déjà, je me considère pas comme influenceur. Comme tu as dit, c'est un petit peu péjoratif. Et après, moi, franchement, peu importe le nombre d'abonnés que j'aurai, peu importe la fame, soi-disant, que j'aurai, je resterai toujours le même. C'est mon éducation. Je suis une personne simple. Après, forcément, plus tu as de personnes qui te suivent, plus tu as de personnes aussi mal intentionnées qui vont te suivre. Donc, tu dois te protéger. Mais grosso modo, dans la vraie vie, je change pas. Ça m'est arrivé, je vais te donner un exemple. L'an dernier, j'avais croisé un abonné dans un billard. Il m'avait reconnu. Et depuis, chaque semaine, on va se faire un billard ensemble, tu vois. Je suis pas dans ce truc, je suis youtubeur et toi, t'es en bas de moi, t'es juste en dessous. Non. On est des humains, on est tous pareils, on est tous amenés à mourir un jour. Donc, j'essaie de répondre au maximum. Si tu verras sur mes commentaires sur YouTube,
je réponds pratiquement à tout le monde. J'essaie de répondre au maximum de personnes, bien que ça devienne difficile. Sur Instagram aussi, c'est pareil. Pour ceux qui sont respectueux, pour ceux qui ne me demandent pas de hacker leurs copines, en privé, je les réponds, et pas qu'une fois. Hein. Je les réponds en audio, je les réponds comme je peux. J'essaie d'aider le maximum de personnes, parce que aussi, faut pas oublier que si je suis aujourd'hui où j'en suis, c'est aussi grâce à eux. Ouais, c'est une relation compliquée, hein, celle d'un influenceur, d'un créateur et de son public. C'est vrai que c'est pas évident. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Ok. On va y revenir un tout petit peu plus tard. Là, on va terminer sur la vulgarisation. La dernière question sur cette partie vulgarisation, ça sera, est-ce qu'il y a une vidéo dans toutes celles que tu as créées sur ta chaîne qui est ta préférée vraiment, en termes de vulgarisation, j'entends? J'ai bien aimé récemment la vidéo interview que j'avais fait avec Hamza Konda. C'était super agréable. Je suis allé chez lui. C'était ma première fois de faire une vidéo avec une personne sur place. Je me suis déplacé à Marrakech. On a fait cette vidéo ensemble. On avait passé un excellent week-end. Et j'ai bien apprécié cette vidéo. Après, où j'étais seul, je sais pas. Franchement, il n'y a aucune vidéo qui me vient en tête. La vidéo, le tournage avec Hamza a pas été trop long? Hamza Konda, avec Hamza, ça a été super long. Pour l'anecdote, on avait filmé une fois. Et à un moment, je lui dis écoute, chef, aujourd'hui, Hamza, c'est un ami très proche. Je lui dis chef, c'est très long. T'as beaucoup développé. Est-ce qu'on va pas la retourner? Et on a retourné la vidéo et ça a donné ce que ça a donné. Et les gens ont beaucoup apprécié. Et on fera certainement d'autres vidéos ensemble. Mais oui, ça a été un long week-end. On te croit, ça a été long aussi quand il est venu avec nous. Ah, mais Hamza, ce que les gens ne savent pas, moi quand j'ai rencontré Hamza, et si aujourd'hui, je t'ai dit, aujourd'hui je suis pentester, c'est grâce à lui. Hein. Tu sais, moi j'ai pas de mal, une chose que tu devrais apprendre sur moi, c'est que j'ai pas de mal à dire je ne sais pas. Et j'ai pas de mal à me mettre dans le rôle de l'élève. Je suis comme ça dans la vraie vie. Même si je sais parfois, je te dirais je sais pas pour apprendre de toi. Et Hamza, il est venu au moment, au moment parfait dans ma vie. Il m'a aidé, avant d'être pentester, j'étais IT analyst, security analyst, j'étais IT analyst, et il m'a beaucoup aidé, il m'a donné pas mal de conseils que j'ai suivis, et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'être pentester, et même dans le pentest, je lui demande chaque fois des conseils. Il a beaucoup de connaissances. Et moi, j'aime bien utiliser cette faille de lui, et je sais qu'il ça dans le live, c'est que vu qu'il parle beaucoup, il peut très vite développer. Donc moi, quand j'ai besoin de savoir, d'apprendre des trucs des sujets, ouais, je l'appelle. Et les gens n'ont pas conscience, mais des gens comme Hamza Konda, normalement, c'est des gens, tu dois facturer l'heure, hein, tu dois payer l'heure, parce qu'en une heure, tu apprends beaucoup avec lui. Tu apprends énormément. Et on a la chance de l'avoir gratuitement. C'est beau. C'est beau. Salutations à Hamza, bien sûr. On Oui, te il est là, taquine, il est hein, là. mais... Ouais, s'il est sur le chat. Salut. Écoutez, messieurs, on va passer un petit peu plus sur la partie création. Alors, on a déjà abordé le sujet un peu en diagonale. Donc, la partie création, on continue à parler création sur YouTube et autres réseaux. L'idée, c'est de pas forcément parler que de vulgarisation cyber. Tu as produit d'autres types de contenus et on va en parler à ce moment-là. Alors, je vais reprendre une des premières questions qu'on t'a posées sur la création de vidéos de vulgarisation. Mais cette fois-ci, on va parler vraiment de tout. Pour toi, qu'est-ce que c'est l'intérêt de créer du contenu comme ça, vidéo, audio ou autre, autour de la cyber? Est-ce que c'est juste pour s'amuser? Est-ce que ça fait partie de la pop culture? Est-ce que tu cherches, je sais pas moi, à inspirer les gens, sensibiliser? C'est quoi ton leitmotiv là-dedans? Alors, comme je vous ai dit au début, je cherche à partager déjà des connaissances, mais à sensibiliser, oui. À casser les idées reçues aussi, parce que dans le domaine de la cyber, il y a tellement d'idées reçues. Déjà, dès que tu dis que tu fais de la cyber, les gens pensent que tu es un hacker. Déjà, quand tu dis que tu fais de l'informatique, les gens pensent que tu es un hacker, donc la cyber, on ne parle même pas. C'est aussi de partager, comme je t'ai dit, un maximum d'informations, d'apprendre aussi, je ne vais pas te mentir, d'apprendre parce qu'aujourd'hui, cette caméra m'a beaucoup apporté. Le fait de savoir s'exprimer devant une caméra, ça t'aide énormément.
Moi, en master, pour te dire, quand j'ai soutenu pour mon master, la soutenance, à la fin, les gars, les juges, ils se sont dit, en fait, on n'avait pas l'impression d'assister à une soutenance, on avait l'impression d'assister à une présentation. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est grâce à ça, c'est ce que YouTube m'a apporté. Aujourd'hui, si je veux développer une idée, si je veux pouvoir m'exprimer devant des personnes, j'ai plus de mal. Donc, ça m'a apporté aussi à moi. Avant d'apporter aux autres, ça m'a aussi énormément apporté. C'est marrant ce que tu dis. Je trouve ça assez important en fait parce que, comment dire, j'entends souvent des discussions autour de ce genre d'activité, tu vois, de youtubeurs, influenceurs, peu importe, où on a l'impression que le créateur doit quelque chose à une communauté et que la communauté attend quelque chose en retour. T'as cette espèce de relation un peu malsaine des fois, enfin si c'est mal abordé en tout cas. Euh, et je trouve que parfois, ça fait du bien de rappeler ce que tu viens de rappeler, que les créateurs, ils se font plaisir en fait quand ils créent des choses, quoi. Et à la base, tu fais quelque chose pour te faire kiffer, tu le fais pas forcément pour avoir de la fame et des thunes dans tous les sens. À la base, il y a un plaisir, quoi. Bah oui, clairement. Après, comme je t'ai dit, c'est grâce à des personnes qui m'ont suivi que j'ai aujourd'hui que je peux me permettre de faire ce que je fais, mais ça veut pas dire non plus que c'est grâce à eux que j'ai ce statut. Derrière, j'ai charbonné comme un malade. Derrière, je me réveillais à 5 heures du mat pour aller bosser à 6 heures du mat. Les soirs, à 1 heure du mat, je finissais de tourner. Derrière, ma chaîne s'est fait supprimer à plusieurs reprises. J'ai dû me battre pour la récupérer. Il y a eu pas mal de choses où la première personne que je devrais remercier déjà, je sais que ça peut être un petit peu cliché, mais c'est moi aussi parce que je me suis beaucoup battu. Et cet esprit aussi, tu sais, moi j'ai toujours dit je suis pas talentueux, je suis pas ni talentueux, j'ai aucun talent. C'est pas parce qu'aujourd'hui je fais de la cyber que ça veut dire que je suis un crack, je suis un mec qui, pour comprendre un concept, il faut que je le voie et le revoie plusieurs fois. Mais j'ai un seul, si on peut appeler ça un talent, c'est ma détermination, tu vois. Et c'est ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui aux personnes. Et j'essaie aussi de me faire plaisir. Par contre, je vais dire une dernière chose, je vais casser une idée reçue. Pour le moment, YouTube n'est pas rentable pour moi. Ça, je préfère être clair et net avec vous. Malgré mon niveau aujourd'hui, YouTube n'est toujours pas rentable pour moi. On peut parler en profondeur et je te dirai pourquoi. J'espère maintenant parce que, en fait, j'ai toujours été dans l'optique, tu vois, même les partenariats, les placements de produits, j'ai toujours été dans l'optique de, dès que je reçois la somme, j'achète un truc pour la chaîne. Par exemple, une nouvelle caméra, un nouvel objectif. Et aujourd'hui et récemment, je me suis dit, mais en fait, c'est stupide ce que tu fais. Aujourd'hui, tu as le droit d'en vivre aussi. Ça fait des années que tu te bats. Donc, tu as le droit d'en vivre. Et c'est ce que je vais essayer de faire dans les mois à venir, sans pour autant impacter la qualité de ma chaîne et sans pour autant forcer les abonnés à, à acheter des trucs dont je ne serais pas fier ou à acheter des trucs dont ils n'ont pas besoin. Ouais. J'aimerais bien revenir juste au tout début, en fait, sur la création de ta chaîne. Tu as expliqué très très rapidement en fait que c'était pendant un cours que tu avais eu l'idée de faire une vidéo sur un réseau sans fil à partir d'une bécane. C'était il y a 9 ans. Mais Ouais. est-ce que tu pourrais déjà m'expliquer un peu plus en profondeur cette histoire? Et puis surtout, qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça, quoi? Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour dire faut que je fasse une vidéo YouTube là-dessus? En fait, je vais t'expliquer, et quand je vais expliquer, peut-être pour les gens, ça va leur faire rire, mais en ce temps-là, pour moi, c'était exceptionnel. C'est que quand j'avais vu qu'on pouvait faire un réseau, c'était un WLAN, c'est parce qu'on ne pouvait pas partager, c'était pas un point d'accès Internet, c'était vraiment un réseau sans fil local. Quand j'ai vu qu'on pouvait connecter plusieurs machines, plusieurs laptops sans fil, pour moi, j'étais là, ah ouais, ça c'est possible ça. Mais clairement, je vous dis, c'était comme ça en fait que je l'ai vécu. Et j'ai dit, ok, il faut que je le montre, il faut que je montre comment ça se passe. Et tu verras que dans les commentaires, j'étais pas le seul à l'époque, et même aujourd'hui, qui pensait que c'était pas possible. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire cette vidéo. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu justement les débuts de cette chaîne? Comment tu l'as vécu? Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu des retours un petit peu? T'avais quoi? T'avais 3 vues ou tout de suite tu as eu une centaine de vues? Non, non, Comment tu l'as vécu ce moment-là? j'avais 10 vues, j'avais 100 vues chaque 6 ou 7 mois. Comme je vous ai dit au début, j'étais vraiment pas youtubeur.
C'est quand je suis arrivé en fin 2016 au Maroc, ok? Je suis arrivé, ça faisait des années que la chaîne existait et j'avais 400 abonnés, ok? Et 400 abonnés qui suivaient même pas mes vidéos, quoi. C'était même pas l'optique d'être youtubeur. Donc quand je suis arrivé au Maroc et j'ai vu qu'il y avait cette option partenaire YouTube, j'étais fou de joie. Pour moi, c'était vraiment, pour moi, c'était exceptionnel parce que n'oubliez pas que moi aussi, je viens de loin. Moi, j'ai grandi en Afrique de l'Ouest, on reviendra dessus. Mais voilà, on est confronté là-bas à des réalités auxquelles les autres parties du monde ne sont pas confrontées. Donc, quand je suis arrivé, pour moi, rien qu'être partenaire YouTube, ce titre de partenaire YouTube, c'était exceptionnel. Et quand je suis arrivé, avant de quitter la Guinée, mes sœurs m'avaient offert un laptop et un téléphone. Et c'est avec ce laptop que j'ai commencé à faire le montage et c'est avec ce téléphone que j'ai commencé à filmer. Et je me servais comme micro de mes écouteurs. C'était mes écouteurs, les écouteurs du téléphone qui me servaient de micro. Et c'est comme ça que j'ai essayé de partager le maximum. Quand je postais, et je pourrais même vous partager après parce que à l'époque, j'ai toujours pris un petit peu d'avance. Je prenais des captures d'écran de mes statistiques. Je me suis dit, qui sait, plus tard, ça pourrait être une leçon. Et tu verras que j'avais 10 ou 15 vues ou 50 vues ou 40 vues. C'est pas venu du jour au lendemain. Hein. C'est pas venu du jour au lendemain. Oh bah non, j'imagine. Et c'est avec le temps que j'ai pu avoir beaucoup de vues. Et même récemment, malgré que j'ai commencé à avoir beaucoup de vues, dès que j'ai un strike, c'est bon. Je commence aussi à revenir un an en arrière. Vous voyez ce que je veux dire? Et je me relance, je repars et je me démotive jamais. C'est pour ça que quand je vois parfois des personnes dire « j'ai essayé, ça n'a pas marché », j'avais vu ça passer sur Twitter. Il y avait un mec qui avait dit qu'il avait essayé de faire de la cyber sur YouTube, ça n'a pas marché, qu'au bout de 6 mois, il n'avait pas de vues. Je me dis 6 mois, mais mec, t'as rien fait. 6 mois, c'est... Moi, j'ai posté pendant des années. Faut pas se comparer aux autres, faut pas se comparer. Aujourd'hui, si tu viens de te lancer sur YouTube, faut pas te comparer à moi. Moi, j'ai des années derrière moi. Si ça se trouve, tu pourras faire même mieux que moi. En quelques mois, tu pourras avoir plus de vues. Mais faut pas te dire que tu vas atteindre ces vues-là en quelques jours. Il y a beaucoup de... Ouais, il y a beaucoup de... Comment dire d'erreurs, je trouve, là-dessus, en fait, où t'as des gens qui se disent « Ouais, je veux me lancer, je veux faire de la cyber sur YouTube. » Mais en fait, ils veulent le succès de la cyber sur YouTube, tu vois. Ils veulent pas faire du YouTube, en fait. Ils veulent pas produire des vidéos, ils veulent pas les écrire, les vulgariser. Et ouais, c'est dommage parce que ça prend beaucoup de temps et de travail, tout ça. Ouais. Ok. C'est vrai, je vais juste dire une dernière chose sur ce que tu viens de dire. Je vais te donner un exemple frappant qui montre que les gens veulent juste le succès. Avant, j'aimais bien faire des tours sur Omegle, tu vois, où je rencontrais des abonnés, je chattais et tout. Et je tombais sur des personnes qui me connaissaient pas, et quand ils me connaissaient, ils me disent écoute, moi j'ai toujours voulu me lancer sur YouTube et tout, est-ce que tu pourrais m'aider? Et j'ai toujours dit cette chose. J'ai dit je vais t'aider à condition. Tu te lances sur YouTube, tu postes tes vidéos, tu postes ton contenu, tu travailles sur ton contenu, et au moment où je verrai que tu as fait assez d'efforts, je partagerai ta chaîne. Parce que même si je la partage maintenant, ça ne servira strictement à rien. Tu n'auras pas de vues, tu n'auras pas d'abonnés. J'ai fait cette promesse à plus d'une dizaine de personnes. Toutes ces personnes, le lendemain, ont posté des vidéos sur YouTube, une vidéo sur YouTube, toutes. Elles étaient super déterminées. Au bout de quelques semaines, elles arrêtent. Et t'en as qui viennent me voir, voilà, j'ai posté, mais pourquoi tu me partages pas? Non, t'as posté une vidéo. T'as pas respecté le contrat. C'est pas comme ça que ça marche. Et ben non, il faut du temps. Il faut du temps. Du coup, ça demande quoi en fait pour commencer? Quelles compétences, quel matos t'as besoin? À part la détermination, de quoi t'as besoin pour lancer ta chaîne? Je t'ai dit que j'ai commencé avec un téléphone. Aujourd'hui, tout ce dont tu as besoin, tu l'as pour te lancer. Et il ne faut pas attendre d'avoir le meilleur matériel au monde. C'est l'erreur que font beaucoup de personnes. Se dire qu'il me faut tel ou tel matériel. Non, tu n'as pas besoin. Tu commences avec les moyens du bord et petit à petit, tu améliores ton matériel. Moi, ce micro que vous voyez là, qui est depuis des années avec moi, le micro Rode, pour l'avoir, j'avais travaillé dans l'événementiel. Et j'avais même fait du mannequinat pour l'acheter. Donc, c'est pas venu du jour au lendemain, je vous assure. Moi, j'ai fait pas mal de boulot à droite, à gauche
pour avoir ma caméra, c'est la communauté qui me l'a offert. La caméra, j'avais lancé parce que l'ancienne caméra était morte. J'avais pas les moyens. J'ai dit à la communauté, j'avais fait une vidéo. J'ai dit, écoutez, j'ai besoin d'une caméra. J'ai lancé une cagnotte et ils m'ont aidé. Et parce que je leur ai prouvé que je méritais d'être aidé. J'avais prouvé que on pouvait me faire confiance. C'est comme ça que vous allez évoluer. Alors, du coup, en parlant d'évolution, il y a un moment donné, en fait, où ta chaîne, elle a commencé à monter. Et puis, par exemple, tu as atteint, je sais pas moi, 5000 abonnés. Et tu as commencé à changer un petit peu ton contenu. Et puis là, tu as commencé à partir un peu plus sur la cyber. Est-ce que tu peux nous expliquer, en fait, comment tu as réagi à ce changement, à ces 5000 abonnés? Et comment tu as fait pour avoir un... Parce que le niveau de ta prod a monté drastiquement, en fait. Est-ce que c'est le changement du matos? Est-ce que c'est de ton côté plus d'expérience? Est-ce que tu as pris des cours, entre guillemets, sur la production? Comment ça s'est passé tout ça? Déjà, est-ce que tu peux me situer la période parce que là, j'arrive pas à identifier de quelle période tu parles. C'est quand tu as commencé à faire les vidéos cyber, typiquement, tu avais quoi? Il y avait Shodan, à cette époque-là, tu avais fait la vidéo Shodan. Ah oui, c'était la période CEH. Ok. C'est la période CEH. En fait, pour vous expliquer, c'était quoi? Comme je vous l'ai dit, à l'époque, c'était j'apprends un concept, je le partage. Et en cette période, j'étais en train de me taper les 5000 pages de la CEH avec ses labs et ses trucs. Je me suis dit, il y a des trucs intéressants que je pourrais partager. Donc, dès que j'apprenais un concept, à l'époque, un concept que je trouvais intéressant, je disais, j'allais faire une vidéo. Donc, c'était ça en fait. C'était ça. C'était juste que, d'un point de vue, si je dois parler d'un point de vue contenu, c'était juste que j'avais une formation qui faisait que je pouvais proposer du contenu à plusieurs vidéos par mois. Mais après, il ne faut pas oublier une chose, c'est que j'ai plus de 40 vidéos qui ont été supprimées de ma chaîne. Donc, vous ne voyez pas tout là. Avant que ma chaîne soit supprimée, j'ai perdu pas mal de vidéos qui ont été strikées. Et moi, j'en ai supprimé 40 pour ne pas perdre la chaîne. Alors, tiens, on va peut-être passer sur cette période-là parce que, par définition, c'est quelque chose qu'on ne peut plus voir aujourd'hui. Et moi, en fait, pour être transparent, j'ai découvert ta chaîne à l'époque où, comment elle s'appelle, Amy Plant avait fait une vidéo sur du Wi-Fi, je crois. Et à un moment, elle passe sur ta chaîne et du coup, j'ai vu ça, je me suis dit, hop, là, je vais aller regarder un petit peu. Et j'ai entendu à cette époque-là, c'est à l'époque où j'ai découvert Proc aussi, j'ai vu qu'il y avait des histoires de chaînes qui avaient été effacées, bannies, tout ce que tu veux, etc. Pourquoi est-ce que ça s'est passé, ce genre de truc? Qu'est-ce qui s'est passé et comment ça s'est résolu ensuite? Alors, déjà, les strikes, il faut savoir que les strikes, je me bats avec depuis 2017. Depuis 2017 jusqu'aujourd'hui, la communauté francophone qui propose la cyber se fait littéralement massacrer par YouTube. Et c'est pour ça que j'aimerais qu'on agrandisse la communauté pour être pris plus au sérieux. C'est un truc qui n'existe pas chez les anglophones. C'est aujourd'hui pour cela que ce que John Hammond fait ou bien Network Shock, jamais de la vie je peux le faire. Je parle pas d'un point de vue technique, jamais de la vie je peux le proposer sur YouTube. Récemment, j'ai une vidéo de mes vidéos qui s'est fait strike, qui était d'un point de vue contenu. Alors, on parlait du même sujet, Network Shock et moi. Exactement du même sujet, le cracking de mots de passe. Donc, ce problème, on l'a toujours eu. Mais je pense que c'était en début 2021, 1er janvier 2021, on a eu la surprise, et ça, c'était tout YouTube, de voir il y a eu une mise à jour sur YouTube. Je ne sais pas laquelle, mais à peine le premier arrivé, je vois que plusieurs de mes vidéos ont été strike. Alors, il y avait deux choses. Il y avait un, l'algo de YouTube qui avait changé, et deux, tu avais des haters qui signalaient mes vidéos en continu, et qui s'en vantaient. Mais moi, les strikes, je suis habitué. Cette fois-ci, c'était différent. C'était pas une vidéo, c'était 2 vidéos. Et après, tu as un strike, tu te dis, c'est pas grave. Mais il faut savoir, sur YouTube, le 3e strike, ta chaîne, elle disparaît. Et pour que les strikes disparaissent, en fait, quand tu as un strike, c'est après 3 mois que le strike, en fait, l'avertissement va disparaître de ta chaîne, tu vois. Donc, au bout des 3 mois, si tu as 2 autres avertissements, c'est bon. Ta chaîne, elle est supprimée. Alors, je reçois ces premiers avertissements. Après une semaine, je reçois encore d'autres vidéos qui se font strike. Ça m'était jamais arrivé auparavant. Mais heureusement,
ils ont été comptabilisés comme un seul avertissement. Je me dis, il y a un truc chelou. Il y a un truc qui a changé sur YouTube. Et je vois que c'est toutes les vidéos qui parlaient d'exploitation, en fait, qui se faisaient strike. Donc, qu'est-ce que je fais? Je décide de prendre l'avance et de supprimer toutes les anciennes vidéos qui parlent d'exploitation. J'en oublie 2 ou 3. Même pas quelques semaines, ces 2 ou 3 sont strikés. Là, 2 strikes. Et j'avais 70 000 abonnés. C'est-à-dire, j'avais plus de 4 ans. Je me suis battu plus de 4 ans sur YouTube pour atteindre ces 70 000 abonnés. Et là, du jour au lendemain, tout risquait de disparaître. Je fais des réclamations. YouTube ne m'écoute pas, ils s'en foutent. Ils en ont rien à foutre. Parce que jusqu'au moment où je te parle, pour nous les francophones, je précise encore une fois, YouTube n'arrive pas à faire la différence entre ethical hacking et cybercriminalité. Bon, aujourd'hui, je sais un petit peu comment éviter les choses qu'il faut éviter. Et c'est pour cela qu'il y a certains contenus que je ne propose pas. Mais c'est ce qui s'est passé. Et là, je me dis, OK, j'ai supprimé toutes les vidéos. J'ai pratiquement plus autant de vidéos sur ma chaîne. Mais c'est frustrant, hein. C'est stressant. C'est stressant de te dire que tous les jours, en fait, tu te réveilles en regardant ton téléphone, en te disant tous les jours que tout ce que tu as bâti durant toutes ces années va disparaître. Pourquoi? Parce que, un, on ne te prend pas au sérieux, et deux, parce que tu as un groupe de haters à qui tu n'as rien fait du tout, qui te détestent juste pour te détester, qui sont là à signaler tes vidéos et à se vanter. Donc c'était un mix en fait de un certain type de cancel, on va dire, et des règles de YouTube en fait. En fait, c'est quoi qui strike? C'est vraiment le côté exploitation en fait. Ils voulaient pas de démonstration évidente d'exploitation, c'est ça? Oui, c'était les côtés exploit. Le phishing aussi, ça passe pas du tout sur YouTube, même si c'est pour de la sensibilisation. Et oui, c'était tout ce qui était exploitation. Ce qui est bizarre, c'est que quand tu vas à côté de John Hammond, encore une fois, Network Shock, donc j'adore vraiment. Mais surtout Network Shock, on n'a même pas la même approche, tu vois. Quand je te prends ma dernière vidéo qui a été strike, en fait, à l'avance, en plus, je me suis dit, je t'ai dit, avec l'expérience, tu sens que ta vidéo va se faire strike. J'ai dit, cette vidéo, je vais mettre les mêmes tags que la vidéo de Network Shock. Comme ça, au pire, je pourrais me défendre. Elle se fait strike. Et quand je vais voir le support YouTube, je dis, mais écoutez, c'était le cracking de mots de passe. En réalité, c'est du crack de hash. C'est du crack en local. C'est des attaques par dictionnaire en local. Ça n'a rien de grave. Et on me dit, non, c'est illégal. C'est interdit. Ok, mais pourquoi lui, il propose? Et pourquoi pas moi? Ils peuvent pas te répondre. Et en plus, on n'a même pas la même approche. Moi, j'avais un disclaimer. Dans ma description, il y avait un disclaimer. Et moi, l'approche, c'était... je vous fais une vidéo pour vous dire en fait pourquoi il faut éviter tel ou tel mot de passe et comment ça peut être facile de craquer un mot de passe ou retrouver un mot de passe que tu as oublié tout simplement. Alors que Network Shock, lui, il arrive, il te dit clairement, alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va hacker ma femme, comment on va hacker tel ou tel. C'est même pas la même approche, tu vois. Mais c'est juste que lui, derrière, il a des contacts chez YouTube. Et c'est ça aujourd'hui mon objectif. Je voudrais avoir des contacts chez YouTube. Mais pour avoir des contacts, il faut atteindre un certain niveau. Tu penses qu'il y a des passe-droits comme ça, des interlocuteurs que tu n'as pas quand tu es petit? Ouais. Oui, c'est pas un mythe. Je te le dis que oui. Je te dis que oui. Il y a des trucs. Ouais. Et aussi, il y a des zones géographiques aussi. Faut pas oublier que moi, je suis au Maroc. Il n'y a pas YouTube Maroc. Moi, je suis protégé par personne. Encore. Ma chaîne serait basée en France. Au moins, je pourrais remonter à YouTube France. Ici, il n'y a personne qui me protège. Ouais, effectivement. Moi, j'essaie de protéger les gens à distance. Mais c'est ce qui s'est passé. Pour revenir à Ici Amy Plante, c'était la seule fois qu'une personne parle de ma chaîne. Une personne qui a plus d'abonnés que moi. C'était la seule fois. Et elle a parlé 1 ou 2 secondes de ma chaîne. Ça m'a apporté plus de 7000 abonnés en une journée. Et c'est là, en fait, où tu te dis, en fait, ce que je fais, ça plaît vraiment aux gens. Mon contenu peut plaire aux gens. Si j'avais plus de visibilité, si je passais sur d'autres chaînes, j'aurais certainement une plus grande communauté. Mais avec un petit peu de recul, je te dis, et j'en profite de ce moment pour te dire une chose, c'est que YouTube aussi, il faut comprendre une chose, il y a des cercles. Tu as des personnes qui se partagent entre eux et tu as les autres. Moi, je suis
je suis ce qu'on peut appeler un loup solitaire sur YouTube. Je me suis forgé seul, j'aide les personnes, mais à part ici Amy Plante, à part aussi il faut dire Christophe Casaligno qui m'a aidé à récupérer ma chaîne YouTube et aujourd'hui qui m'a aidé sur ce projet de court-métrage, t'as personne, je te parle d'un grand YouTuber ou autre, qui a parlé de ma chaîne. Et pourtant, t'as des personnes qui ont utilisé mon contenu. Mais sans me citer. Ça, c'est pas cool pour le coup. Quand tu fais du taf, faut le créditer, je te rejoins là-dessus. Ok. On va revenir sur les trucs un petit peu plus funky parce que je te sens triste de cette période. Alors, si on parle un peu des vidéos de la création de vidéos, qu'est-ce qui est le plus compliqué? Est-ce que c'est de trouver l'idée de vidéo ou est-ce que c'est de la réaliser, de la produire? La réaliser clairement aujourd'hui. Comme je t'ai dit, mes idées de vidéo, c'est pas ce qui manque, quoi. À l'époque, je t'aurais dit oui. Quand je venais de me lancer dans la cyber, oui. Aujourd'hui, non. Pour trouver les idées, c'est beaucoup plus facile. Et aussi, parfois, tu as des sponsors qui me contactent et qui ont des idées de vidéos que je trouve qui peuvent intéresser la communauté. Et là encore, c'est encore mieux parce que ce sera financé. Donc, je pourrais peut-être louer du meilleur matériel, faire un contenu encore de meilleure qualité, tu vois. Donc, c'est toute cette partie réalisation qui prend du temps et qui est compliquée. Alors justement, moi, on va aborder un petit sujet qui m'intéresse un petit peu. Vas-y. Je vais sortir un petit peu de la cyber parce que du coup, tu fais d'autres choses aussi. Et notamment, tu as fait des vidéos un petit peu de motivation, en fait, pour les jeunes ou les moins jeunes, hein, d'ailleurs. Et notamment, tu as une idée qui m'a plu, moi, un petit peu. C'est un monde que je connaissais un peu avant. Tu as cette idée du nerd, mais go muscu, quoi. Et du coup, je me demandais d'où te vient cette idée et surtout, pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux transmettre cette idée que... là, je parle de la muscu, hein, mais ça peut être n'importe quel sport. Pourquoi il faudrait aller faire du sport? Pourquoi Alors, le sport, comme je l'ai dit dans ma vidéo transformation, ça m'a changé la vie. C'est pas un cliché, c'est pas le truc. Non, ça m'a vraiment changé la vie. Moi, de base, en fait, je suis très maigre de base. C'est ma morphologie. Je suis ectomorphe, ok. On choisit pas sa morphologie. Et quand j'étais au lycée, tu vois, le mec, le petit geek qui se fait maltraiter par les mecs célèbres du lycée ou des trucs, ça, c'était moi. Et j'ai eu pas mal d'histoires, et notamment une qui m'a marqué, c'était à l'âge de 16 ans. À 16 ans, j'ai eu ma première copine et ça s'est terminé de la pire des manières, tu vois. Je vais pas encore entrer dans le cliché du mec qui s'est fait larguer par... Non, elle m'a pas largué, c'est terminé au commissariat. C'est une autre histoire un peu plus profonde et je me suis fait... On m'a accusé de choses que j'avais jamais fait et c'était vraiment pire. Il faut savoir que moi, j'ai en plus d'une famille très pauvre de base. Donc, quand tu es pauvre, ce qui te reste, c'est quand même l'honneur et la fierté. Donc, quand on t'écrase même à ce niveau, c'est très, très dur. Donc, j'étais au plus bas de ma personne et j'avais envie de changer. J'avais envie de changer physiquement. À l'époque, je pouvais pas parce que j'avais pas d'argent pour m'inscrire à la salle, mais j'ai commencé à être nerveux. Je me battais beaucoup, ça a été mon système de défense. Donc, tu me provoquais, on se battait, ok. Et j'ai pu commencer la musculation je dirais à 19, fin 19 ans, 20 ans. C'était en 2013, plus précisément, fin 2013. Et ça m'a vraiment changé la vie. C'est-à-dire, ça m'a changé physiquement, j'ai plus confiance en moi, certes. Mais ce que ça m'a apporté le plus, c'est non seulement la discipline, la détermination, mais aussi la confiance en soi. Aujourd'hui, je parle plus de la même manière que je parlais avant. Et ça, c'est très, très important. Dans notre domaine, c'est vrai que à force de rester devant un ordinateur et tout, on se laisse assez facilement aller. Et ce que je veux expliquer aux gens, c'est qu'il n'y a pas de mal aujourd'hui. Et j'ai envie de parler de la nouvelle génération de geeks. C'est pour ça que j'avais fait le serveur Discord Génération XY. C'est pour montrer que tu peux très bien être un passionné d'informatique, être un accro aux jeux, etc. Et derrière, ne pas être complexé, derrière aller à la salle, derrière faire un sport de combat, et derrière, tu vois, être fier de toi, te sentir bien dans ta peau.
Et c'était très important pour moi aussi, surtout pour le futur. Je m'y attendais pas, je m'attendais pas à être youtubeur un jour. Mais si j'avais pas fait ce travail sur moi, aujourd'hui, psychologiquement, je serais détruit. Parce que quand tu arrives sur Internet, si t'as pas confiance en toi, si t'es pas bien moralement, crois-moi, vaut mieux pas te lancer. Et après, d'un point de vue créatif, c'était la vidéo, enfin, c'est un niveau de production qui était vraiment super léché, quoi. Enfin, t'avais des plans superbes, le travail de lumière, des couleurs, c'est des choses dont on a parlé avec Lotus quand la vidéo est sortie, quoi. Mais du coup, t'as quand même une mise en avant de ta personne et à quel moment, en fait, tu es un personnage et à quel moment tu es toi-même, en fait. Est-ce que c'est pas parfois difficile euh, de faire la part des choses entre le personnage public, le personnage que tu mets en avant dans la vidéo et ta propre personne? Est-ce En fait, que tu penses que parfois ça peut être difficile, ça, ou pas? non, non, du moment que tu es authentique, la manière dont tu m'as vu dans la vidéo, la manière dont je parle, la manière dont je m'entraînais, c'est exactement comme ça que je suis dans la vraie vie. Et c'est comme ça que je parle dans mes vidéos, c'est comme ça que tu me verras dans la vraie vie. Je suis comme ça. J'aime motiver les gens, j'aime parler, mes amis me connaissent. Enfin, j'ai pas beaucoup d'amis, mais ceux qui me connaissent te diront. Et je suis comme ça dans la vraie vie. Et juste pour revenir à la vidéo, tu as dit que c'était très bien filmé. Je peux te donner un chiffre. Cette vidéo, en fait, et je voulais faire cette vidéo depuis que j'ai commencé la musculation. Enfin, 2 ans après la musculation. 2 ans après la musculation, je me suis dit, un jour, faut que je partage ma transformation. Tu vois? Et j'ai pas été pressé. Donc c'était une vidéo qui me tenait vraiment à cœur. D'un point de vue chiffre, ça m'a coûté, je peux vous dire le prix, et là vous allez être stupéfait parce que si ça fait 5000 vues, plus de 3000 euros. Cette vidéo m'a coûté plus de 3000 euros. C'est Mais quoi? j'avais envie de le faire. C'est la prod qui t'a coûté l'équipe, tout ça pour le tourner, c'est ça? La prod, la préparation, parce qu'il faut pas oublier, moi je fais de la musculation depuis longtemps, mais j'ai fait 3 mois d'entraînement intensif et j'ai été coaché par un youtubeur, un grand youtubeur, un très grand coach. C'est dommage, vers la fin, tu vois, quand j'enlève le t-shirt, c'est dommage, les lumières étaient très mal placées. Il y avait cet effet de lumière qui élimine les traces du corps. Si la lumière était bien placée, tu verrais une définition musculaire. J'avais une définition exceptionnelle, tu vois, pour mon gabarit, évidemment. Ma personne, tu vois, je me compare pas aux autres. Une personne naturelle, mon gabarit, un ectomorphe, un mec qui a commencé la musculation à 56 kilos. Aujourd'hui, j'avais un très bon niveau, tu vois. Cependant, je vais pas vous faire perdre du temps, mais je voulais revenir sur un aspect essentiel. Cette vidéo, quand je me suis lancé dessus, c'était une sorte de collaboration. C'était une vidéo qui me tenait à cœur et j'ai choisi une personne pour me suivre dans l'aventure. Sauf que cette personne m'a vraiment déçu. Et c'est pour ça que je vous dis, sur YouTube, je suis seul en fait. Quand je me suis lancé dans cette aventure, la personne qui m'a accompagné, je ne veux pas citer de nom parce que j'ai énormément de respect pour elle. Et bien qu'elle m'ait fait pour moi un sale coup, je la respecte quand même. Elle n'a pas tenu ses promesses. Déjà, quand on s'est lancé dans l'aventure, il a dit « Ne dis surtout pas que je t'accompagne jusqu'à la fin ». Je me suis dit « Ah ok, t'inquiète pas, moi je suis pas le genre qui va aller partager « Ouais, tu m'accompagnes ». J'avais dans ma tête « Il faut que je prouve », tu vois. Il n'y a pas de souci. Avant de commencer, il m'a dit aussi une chose, c'est qu'à la fin, on va faire une vidéo ensemble. À la fin, je partagerai ton contenu. On est arrivé à la fin de la vidéo. Sur son Instagram, sur son YouTube, il ne partage pas. Et en privé, il me dit, je suis trop fier de toi. Je suis trop fier de ce que tu as eu à faire. Franchement, tu m'inspires. C'est la première fois que je vois un mec qui fait de la cyber, qui fait de la musculation. Tu as un profil spécial. Il faut que je parle de toi. Il va venir commenter ma chaîne pour me dire la même chose sur ma chaîne, la vidéo, mais il va faire un truc vicieux. Il va pas commenter ma vidéo, il va commenter un de mes commentaires. Donc personne ne peut voir qu'il a commenté cette vidéo. Et après, je le contacte, je lui dis ok, c'est bien beau tout ça, mais on fait quand la vidéo que tu m'as promis? T'inquiète pas, dès que je rentre, on fait cette vidéo, t'inquiète pas et tout. Je l'ai relancé plus de 2 fois, il n'a jamais. On n'a jamais fait cette vidéo, il m'a jamais partagé ma vidéo. Et c'est pour ça que je vous dis, aujourd'hui, les gars, faites très attention. Je vous assure, même le youtubeur qui vous semble le plus innocent au monde. Nubosaurus, attention.
Non, mais sérieusement, il y a que de l'intérêt au final. Les gars viennent que par intérêt. Et ça, je l'ai vécu même avec des youtubeurs qui avaient moins d'abonnés que moi, qui viennent que par intérêt. Bah, c'est vrai que t'as ce côté monde de requins dans ce milieu qui est. Bah, il faut y faire attention. Là, je trouve ça dommage que ça te soit arrivé sur une vidéo comme ça, parce qu'en plus, c'est. Alors, moi perso, je suis pas forcément ultra muscu, tout ça, ça m'a pas plus touché que ça, tu vois. Mais maintenant que tu dis ça, en fait, ça me fait chier parce que je vois bien ce que tu as pu mettre personnellement, tu vois, comme investissement dans la vidéo et dans tout le processus. Et quand tu te fais planter juste à la fin, bah, ça fait jamais plaisir, quoi. Peu importe l'activité, c'est juste ça se fait pas. Donc, Et surtout, pour ceux qui ont déjà fait des prépas, quand tu fais une prépa à fond pendant 3 mois, l'alimentation et l'entraînement, je m'entraînais 7 jours sur 7 pratiquement. C'était horrible, tu vois. C'est pas un truc que je fais en continu, quoi. Donc, tu sais, même avant de finir cette parenthèse, je te dirais, les coachs que tu vois sur Internet, les profils naturels ne les intéressent pas. Parce que naturellement, le physique que tu as, à part si tu as la Golden Genetic, ce qui vient une fois tous les 10 000 ans, les profils naturels, c'est pas ceux qu'ils exposent. Ils vont t'exposer toujours des mecs dopés et ils te diront oui, c'est grâce à mon coaching qu'il a eu ce corps. Non, c'est juste grâce au sérin qui se met dans les fesses, le mec. Bref, on continue. Très bien, très bien. Bon, en tout cas, Proc, fais attention à toi, hein. Faut pas laisser tomber les potes, ça se fait pas. On a... Ah oui, prochaine question. T'as fait certains formats sur ta chaîne que j'appelle des formats stars, c'est-à-dire par exemple les qu'est-ce que je pense de Micode, Sandoz, machin, etc. Mais attention, quand il dit star, c'est pour rester poli, parce que c'est pas. Non. Alors. C'est pas le terme qu'il utilise. Non, c'est des formats, comment dire. Ouais, je sais même pas comment on peut dire trending actuel. Réaction. Ouais, bah. Je les ai mis en catégorie réaction. Ok. Donc, t'as fait ce genre de format-là. Alors, forcément, quand on a une activité YouTube, t'as forcément une balance, on va dire, entre le niveau de putacluquerie que tu vas faire et le niveau de contenu que toi, tu as envie de faire et que tu as envie de montrer. Est-ce que tu as voulu juste essayer ces formats-là ? T'as fait ce que t'avais à faire et puis ensuite, t'en as plus fait, parce que ça fait un moment que tu n'en as pas fait. Est-ce que tu as eu des bons retours, des mauvais retours ? Comment ça s'est passé, cette expérience ? Alors, déjà, ce que j'ai toujours voulu faire sur ma chaîne, c'est essayer, comme je t'ai dit, de faire en sorte que les abonnés s'identifient aussi un petit peu à moi, parce que c'est important. Si tu fais juste des tutos, les mecs, alors, faut pas que Proc se sente visé, mais les gens, ils vont venir voir ta vidéo, ils vont liker, ils vont se casser. Parce qu'en fait, ils avaient un besoin, tu as répondu à leurs besoins et c'est tout. Donc, ça a été très difficile de passer aux mecs qui faisaient des vidéos limite tutoriel à essayer de dire aux gens, bon, les gars, c'est bien beau tout ça, mais venez essayer de vous intéresser aussi un petit peu à ma personne. Il y a plus intéressant. Et quand j'ai réussi à faire ça, je me suis dit, ok, est-ce que mon point de vue sur une personne, ça pourrait intéresser ? Je me suis dit, faut que je parle de Rabin des Bois. Parce que c'est celui qui revenait souvent. C'est celui qui revenait souvent. Mais attention, faut que je parle de lui comme j'aimerais qu'on parle de moi. Parce que j'aurais pu faire une vidéo où je dis que ce que les gens veulent entendre, à savoir peut-être que c'est un script qui dit que ce qu'il fait n'a aucune importance, etc. J'aurais pu faire ça. Mais après, si une personne fait une vidéo aussi sur moi comme ça, faut pas que je me plaigne. Donc, j'ai essayé de trouver les bons côtés et les mauvais côtés, parce que je pense que chez toute personne, on peut trouver du bon et du mauvais. J'ai fait cette vidéo, et ce qui m'étonne et qui me dégoûte parfois, c'est que c'est l'une des vidéos qui a le mieux marché. Ouais. C'est-à-dire, je me casse la tête à faire des vidéos, et les gens, en fait, c'est ce qui prouve en fait le comportement de YouTube, c'est que YouTube n'est pas là pour éduquer les gens, ils veulent juste du trash, ils veulent juste que ça clash, tu vois. Justement, qu'est-ce qui va définir, excuse-moi, je te coupe, qu'est-ce qui va définir la limite en fait entre ce que les gens veulent voir et ce que toi, en tant que créateur, tu veux montrer aux gens ? Où est-ce que tu poses cette limite ? Pour moi, encore une fois, je te dis, je fais les choses, surtout quand il s'agit de parler d'une personne,
comme j'aimerais que cette personne fasse sur moi. Maintenant, pour les autres vidéos, j'essaie de montrer aux gens ce qu'ils veulent, mais tout en gardant ma personnalité aussi, et mes principes. Parce que si je devais donner que le contenu que les gens voulaient, aujourd'hui, je serais là à faire des vidéos, je hack telle ou telle personne, ça je te le dis. Et là, j'aurais eu une très grande audience, mais j'aurais eu l'audience que je mérite, à savoir des personnes que je veux pas. C'est-à-dire que tu vas pas venir. C'est des personnes qui seront là, faudrait m'aider à hacker ma copine et tout, tu vois. Ce que, à une période sur YouTube, quand j'avais fait les vidéos clé USB hacking, j'avais ce type de personnes sur ma communauté. Mais petit à petit, j'ai pu avoir la communauté que je recherchais. Et juste pour revenir à pourquoi j'en ai pas fait depuis longtemps, c'est parce que c'est pas que ça n'a pas marché, ça a très très bien marché comme tu as pu le faire. Je l'ai fait sur Kinui, ça a bien aussi marché. Et j'avais fait aussi sur Sandoz. Et, bon, ça n'a pas explosé non plus aussi pour Sandoz. Mais il faudrait que je trouve une personne en fait qui va pas se vexer. Ouais, il faut que je fasse très attention parce que typiquement Sandoz, tu vois, sa communauté était venue me cracher dessus sans jamais avoir suivi la vidéo. Ils m'ont littéralement spammé, tu vois. Et c'est là où je me dis, j'aurais dû investiguer un peu plus sur le serveur de Sandoz parce que sa communauté est plus que limite. Son Discord est vraiment plus que limite. Je parle pas de la personne, je parle de son Discord. Ouais, son contenu aussi est plus que limite légalement. Aussi. Ouais. Aussi. Mais tu vois, par exemple, typiquement, Rabin des Bois, après ça, on s'est parlé en privé, lui et moi. Et il m'a dit, j'ai apprécié ta vidéo. Il y avait 2 ou 3 trucs que tu as dit où j'étais pas d'accord, mais grosso modo, tu sais comment il parle. Il me dit, t'es fou, frère, j'ai apprécié ta vidéo. C'est comme ça qu'il parle. Et moi, tu vois, par exemple, encore une fois, Rabin des Bois, tu as plein de personnes qui crachent sur lui. Certes, c'est pas un mec du domaine, c'est pas un mec du métier, mais moi, personnellement, je trouve qu'il a un bon fond. Tu vas trouver des personnes qui sont très bien, techniquement parlant, mais qui ont un mauvais fond. Moi, ce qui m'intéresse chez les personnes, c'est la personne avant tout. Tu peux avoir les meilleures compétences au monde. Si tu es une enflure, je n'ai pas besoin de toi dans ma vie. Un rappel de ce que disait Hamza. Hein. Ouais. Et Shutdown aussi, du coup. Il vaut mieux chercher les bonnes personnes plutôt que les personnes compétentes. Alors, j'ai vu d'autres types de contenus qui, moi, personnellement, m'ont beaucoup plu quand je commençais ma petite carrière de youtubeur. Ça a été des formats un peu plus scénarisés, avec un peu plus de mise en scène. Et ça va au fur et à mesure nous lancer sur le court-métrage que tu as fait il n'y a pas longtemps. Très tôt sur ta chaîne, tu as fait la vidéo sur YOLO Space Hacker, où tu faisais une petite intro en mode scénar avec quelqu'un qui venait te chercher, etc., pour faire une mission. Et moi, je t'avoue qu'à l'époque, j'avais regardé un peu ton contenu, mais pour être tout à fait franc, j'étais pas ultra fan de toutes les vidéos. Ça me concernait pas, en fait, c'était pas ce que je cherchais. Mais quand je suis tombé sur celle-là, je me suis dit, tiens, c'est cool. T'as un mec qui prend un peu des risques, il commence à faire un peu de scénar, il y a un petit peu d'acting, etc. Ça, c'est différent, je le vois pas ailleurs. Du coup, j'avais regardé toute la vidéo, j'avais apprécié. Et derrière, j'ai joué au jeu que j'ai fini. Voilà. Bref. Ce genre de format-là, comment est-ce que ça t'est venu, l'envie et puis l'idée de te faire ce genre de choses? Et qu'est-ce que tu as eu comme retour? Est-ce que ça a bien marché? Est-ce que c'était trop de travail pour peu de retour? Comment ça s'est passé? Comme je l'avais dit, en fait, j'ai envie de proposer du contenu, mais aussi que ça soit divertissant, tu vois, que tu as envie de suivre la vidéo. Et je me suis dit, pourquoi pas ajouter ces petites touches, en sachant que à ce moment-là, j'avais déjà envie de faire des courts-métrages, tu vois? C'était une idée qui était déjà dans ma tête. Et plus que des courts-métrages, j'avais envie de faire du cinéma un de ces jours et je continue dans ma tête, un jour je ferai du cinéma, tu vois? C'est un truc qui m'intéresse vraiment. Et je me suis dit: «Oui, on va essayer de faire un truc, qui va être captivant pour que les gens puissent s'intéresser aussi au jeu». Il faut le décor, tu sais? Le fond, c'est bon, mais il faut la forme. Et c'est ce que pas mal de personnes dans le domaine ne comprennent pas. Tu as aujourd'hui parfois des techniciens frustrés qui vont aller voir, des personnes comme moi peut-être réussir et qui vont se dire: «Non mais ce gars-là, regarde ce qu'il raconte, c'est même pas très technique, il réussit». Oui, mais j'ai la forme, je présente bien et ça, c'est plus dur. Si tu as le fond, mais tu travailles pas sur la forme, ça va pas être intéressant.
tu pourras pas attirer le regard des gens. C'est là où ça m'est venu l'idée de le faire. Je l'avais fait dans ma chambre vite fait, j'avais enregistré, j'avais pris plaisir à le faire, franchement. J'ai pris plaisir à regarder aussi. Et je pense que j'en ferai aussi. Et petite anecdote aussi, c'est que ce qui m'avait attiré sur ta chaîne aussi, c'était tes intros en mode John Cena. C'est là où je me suis dit, ah, ce mec-là, il est cool. Et c'est comme ça que je me suis abonné. Impeccable. ça fait longtemps. Faudrait que je fasse un retour. Faudrait que ça revienne. Du John Cena, ouais, j'avoue. Alors, on va se diriger vers notre première pause. Ça fait longtemps qu'on parle. Une dernière question avant de partir. Là, donc, tu as fait ton court-métrage. On va en parler juste après la pause. Tu nous as dit que l'acting, etc., ça t'intéressait, mais est-ce que tu vas quand même continuer à faire de la vulgarisation et des vidéos un peu grand public comme tu as fait avant ça ? Ouais, je vais continuer. J'ai envie de proposer plusieurs choses à la fois. C'est dans la vie, je suis comme ça, et j'ai envie que ça se reflète aussi sur ma chaîne. Faut pas oublier que la chaîne, elle s'appelle WakedXY. C'est pas pour rien. C'est aussi mon univers. Ah, j'avais zappé la dernière question, pardon, je viens de la voir. Attention, suspense insoutenable. Oui, alors, pour clôturer cette partie un peu création, YouTube, etc., si aujourd'hui tu avais un créateur qui venait te voir, alors ça a déjà été le cas, un créateur qui vient te voir, tout jeune, il a, on va dire, 40 ou 500 abonnés, peu importe, il vient de commencer sa chaîne. Pour toi, ce serait quoi le meilleur conseil à lui donner pour qu'il puisse réussir ce qu'il a envie de réussir ? Déjà, il faudrait qu'il sache ce qu'il veut faire. Parce que parfois, les personnes te diront je veux intéresser le maximum de personnes, je veux vulgariser, attirer le maximum de personnes. Sauf que ça ne va pas se refléter sur leur titre et leur miniature. Aujourd'hui, le plus important sur YouTube, c'est ton titre et ta miniature. Ça, je l'ai compris assez tardivement. Parce que ce serait dommage, en fait, de travailler sur un contenu pendant des semaines et qu'après, ta visibilité soit cassée parce que juste, tu n'as pas choisi le titre ou la miniature qui va parler le mieux aux novices. Ok ? Donc, ce serait ça. Savoir ta cible. Quelle est la cible que tu cherches ? Selon celle-là, tu vas adapter ton titre et ta miniature, tu vas adapter ton contenu. Et aussi, un dernier conseil, il faudrait que quand tu regardes ta chaîne, tu te dis, si j'étais à la place d'une autre personne, est-ce que je m'abonnerais ? Si la question est non, c'est qu'il faut que tu améliores. Si la question est oui, c'est que tu es arrivé au point que tu voulais. Juste pour information, moi jusqu'à présent, ça continue à être un non. J'essaie toujours de l'améliorer. Il y a toujours des petits trucs qui me dérangent, mais on évolue.